Bienvenue dans La Voix du couple, le podcast qui vous accompagne dans cette magnifique aventure qu'est la vie à deux. Nous sommes Anna et Johan, deux humains qui avons fait le choix de partager un chemin commun avec ses joies et ses défis du quotidien. Pour nous, le couple est un espace fascinant qui invite à l'introspection et offre des possibilités d'épanouissement sans limite. Parce que vivre, c'est apprendre à toujours mieux aimer, nous avons à cœur de vous partager les épreuves et les enseignements que nous tirons régulièrement de notre expérience du couple, pour grandir ensemble. Alors que vous soyez ou non en couple, passionné de relations humaines ou amoureux de l'amour, ce podcast est fait pour vous. Cheminons ensemble sur la voie du couple. Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue dans ce 8e épisode de La Voix du couple. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème un peu tabou. Il s'agit de l'argent. Oui. Et c'est vrai que c'est hyper tabou, on s'en est rendu compte nous-mêmes parce que on s'est un peu engueulé sur ce thème-là dans la dernière semaine. Et du coup, ça a un peu retardé l'enregistrement. Mais justement, parce que ça a fait ressurgir peut-être plein de choses, je pense. Ouais, c'est rien que de faire cet épisode, de le préparer, ça a réveillé des trucs. Ouais. Et c'est pas pour rien, parce que dans notre culture, l'argent est quand même un sujet, comme on disait, assez tabou. Peut-être même encore plus que la sexualité, j'ai l'impression. Ouais. Et je pense que c'est en partie dû à l'héritage catholique, tu vois, qui a contribué un peu à diaboliser l'argent. Contrairement aux protestants, nos voisins anglo-saxons, pour qui l'argent est, ils ont un rapport peut-être plus décomplexé à ça. Complètement. Et pourtant, en fait, ce sujet, il nous concerne tous, et ça peut être une véritable source de conflit pour de nombreux couples, voire même en fait une cause de rupture, quoi. Ouais. Mais en réalité, c'est pas tant les problèmes d'argent qui créent les problèmes de couple, mais c'est plutôt les problèmes de couple qui viennent se traduire par des disputes autour du thème de l'argent, quoi. Et donc c'est pour ça que l'argent c'est un écran de projection, comme le dit justement Christian Junod, qui a écrit Ce que l'argent dit de vous, qui est un livre sur lequel on s'est vraiment appuyé pour écrire cet épisode, qui est hyper intéressant, on vous le conseille. Donc voilà, et ouais, donc effectivement c'est un écran de projection en fait. Exactement, il définit l'argent comme un écran sur lequel chacun projette son propre film. Voilà. Et après, du coup, ce film que l'on se fait sur l'argent, il aura forcément des conséquences sur notre vie. C'est clair. Donc du coup, dans cet épisode, on va d'abord, dans une première partie, explorer toutes les influences en fait, qui vont venir teinter notre rapport à l'argent dans notre expérience individuelle. Ensuite, on verra comment ces influences vont déterminer 3 grands types de profils de gestionnaires d'argent. Ça sera marrant. Vous pourrez du coup vous essayer de vous classer parmi ces 3 grands profils-là. C'est assez intéressant. Ensuite, on verra que le couple, c'est justement un lieu de confrontation entre 2 visions de la vie et donc aussi de l'argent. Et on verra enfin comment on peut dépasser ces oppositions. Et pour apprendre aller vers plus à vivre ensemble avec des rapports parfois différents à l'argent. C'est ça. Comment on peut dépasser ça, quoi. Donc, dans cette première partie, on va vous parler de l'origine un petit peu de ce rapport à l'argent, d'où est-ce qu'il nous vient. Et le premier point qui semble un peu évident, c'est que notre rapport à l'argent nous viendrait de la communication des parents dès notre enfance, voire même petite enfance. Un petit peu notre premier contact, notre première prise de conscience de la notion même d'argent, qui remonte donc assez loin. Par exemple, je pense que quand on voulait un jouet dans le magasin, la première fois que nos parents nous ont dit non, ou alors qu'on a voulu le prendre dans le magasin mais qu'on nous a dit qu'on ne pouvait pas, c'est là qu'on a un peu vu que les choses n'étaient pas gratuites et que dans notre monde, il fallait de l'argent pour obtenir ce qu'on voulait. Donc c'est un peu notre premier rapport à l'argent. Et par exemple, si y a des enfants qui n'ont pas forcément été confrontés au non et au refus de leurs parents de leur acheter quelque chose, ils vont peut-être avoir une notion de l'argent qui va être complètement différente. Ils vont pas forcément réaliser l'importance d'avoir de l'argent ensuite à l'âge adulte. Et qu'est-ce que ça implique ? Et au contraire, on pourra tendance à avoir dans le cas inverse, dans des contextes de manque où il faut compter tout, en fait, ça pourra créer justement une espèce une hyper-conscience de la valeur de l'argent sur un mode de rareté. Et on peut emmagasiner ce genre d'informations-là.
Et ça me permet de rebondir du coup sur le fait que, en fait, à travers cette communication des parents sur la question de l'argent, il y a vraiment tout un héritage en fait transgénérationnel qui vient se lire à ce niveau-là. Et qui vient complètement colorer le rapport de la famille à l'argent, qui ensuite se transmet par toutes ces petites remarques là justement qu'on peut faire aux enfants dès le plus jeune âge sur le rapport aux choses, au monde matériel et au coût que ça peut avoir. Et moi par exemple, si je prends mon expérience personnelle, on m'a toujours répété cette phrase que l'argent poussait pas aux arbres, et mes deux parents m'ont toujours fait comprendre que c'était quelque chose de rare. Donc on avait plutôt une forme d'abondance financière dans la famille. Mais il fallait toujours économiser, il fallait toujours prendre les articles moins chers, toujours finir son assiette, même quand on peut plus rien avaler. Enfin, tu vois, tout ce truc un peu genre de tout ce champ lexical là de il faut que tu finisses, parce que en fait il y a une espèce de petite pression en fond qui est que en fait on pourrait manquer demain quoi. Et en fait je me suis rendu compte que tous ces petits trucs-là, malgré le fait qu'il y avait de l'argent quand même, ça a structuré un peu mon inconscient autour de ce truc du manque. Et en fait, derrière ça, malgré le fait que j'ai pas manqué d'argent, il y a eu cette peur du manque très profonde. Et ça, c'est vraiment un truc d'héritage transgénérationnel. Ma mère n'a pas elle-même manqué, mais tous mes grands-parents, en fait, ont connu l'exil, sont partis de leur pays d'origine et sont arrivés en France dans un grand état de précarité. Mon père lui a connu la précarité quand il était jeune. Et donc ça a été un vrai traumatisme en fait, parce qu'ils ont dû laisser tous leurs avoirs dans les pays dans lesquels qu'ils ont fui en fait. Et ça a été très traumatisant. T'imagines, du jour au lendemain, tu laisses ta maison, Ouais, tu laisses, c'est chaud quoi, tu vois. Et en fait. Et en fait, voilà, donc ils ont été mis à la porte brutalement. Et en fait, 2 générations plus tard, alors même que mes parents, eux, ont plutôt gravi l'échelle sociale et sont arrivés à des niveaux sociaux plutôt élevés, et ben en fait, il y a toujours eu dans notre ADN un truc, enfin plutôt dans nos comportements et dans notre inconscient, cette idée que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Du jour au lendemain, on peut. Et du coup, du jour au lendemain, même l'abondance qu'on a aujourd'hui, elle peut s'arrêter. Donc en fait, faut être sur ses gardes et on peut manquer. L'abondance qu'on a là, limite, on peut pas en profiter en fait. Genre, c'est cool, mais ça nous comble pas parce que c'est ça, on pourrait le perdre très rapidement. Et ça, c'est hyper important et voilà quoi. Et ça vient justement de toute cette communication là. Donc on voit à quel point ça peut venir complètement colorer notre rapport à l'argent. Ouais, c'est clair. Ouais. Moi, tu vois, au niveau de ma famille, je sais que mes parents, de ce que je me souviens, ils mettaient vraiment un point d'honneur à ce qu'on manque jamais de rien. Et alors, on n'avait pas d'argent de poche parce qu'en fait, on savait que on pouvait. Alors, ça peut faire enfant gâté comme ça. On pouvait tout leur demander. On le faisait pas forcément parce que on avait quand même une notion de l'argent, donc on le faisait pas. Mais si on voulait quelque chose et qu'ils étaient d'accord, en fait, tu vois, ils nous l'achetaient. Et je sais en fait que encore aujourd'hui, ils ont cette, tu vois, ce truc-là de, on sera toujours derrière vous, même si vous avez des problèmes d'argent, on sera toujours là. Et en fait, du coup, j'ai grandi avec ce truc-là hyper sécure, mais en même temps qui aujourd'hui continue de me sécuriser et du coup qui m'empêche de prendre mon propre envol, tu vois. Et ça a eu un impact parce que comme je sais qu'ils seront toujours là, contrairement à toi, on en reparlera. Ouais. Mais du coup, je fais moins d'efforts pour gagner mon propre argent. J'ai un profil complètement différent du tien. Ouais. Et ça, ils s'en rendaient pas compte parce que eux, ils pensaient bien faire en voulant qu'on manque de rien, etc. Mais c'est vrai qu'adulte, ça a quand même des répercussions. Je le vois aujourd'hui. Ouais. Et ça a pu du coup un peu me déresponsabiliser, tu vois, sur vis-à-vis de l'argent, parce que j'ai du coup comme aussi j'ai pas eu d'argent de poche, j'ai pas appris à économiser. Tu vois, quand t'as de l'argent de poche, quand t'es jeune, t'économises pour t'acheter la Game Boy, je sais pas quoi. Oula, on est l'ancienne école. Mais oui, j'ai pas appris ce truc-là, quoi, d'économiser. Il y avait pas de limite entre l'argent de tes parents et ton argent à toi. Genre, il y a pas eu un truc en mode, à un moment, il y a une scission et genre, c'est pas la même chose. Ouais. Tu vois, ils étaient pas du tout. Enfin, ça va, ils ont les moyens, tu vois, mais ils sont pas non plus riches, tu vois. Mais par contre, c'était l'argent de la famille. Donc en fait, on savait que si on avait besoin de quelque chose, on pouvait leur demander. Ouais. Donc ouais. Non, c'est intéressant. Voilà.
Le deuxième point, c'est que notre rapport à l'argent, il nous viendrait aussi de notre conception qu'on a eue aussi dans l'enfance, de notre conception du travail. Par exemple, si on a vu nos parents travailler, on s'est forcément demandé à un moment c'est quoi le travail, pourquoi est-ce qu'ils travaillent. Et en fait, en fonction de leur réponse, notre vision de l'argent, elle a pu être teintée du coup différemment. Par exemple, si ils répondent que on travaille pour gagner notre vie, parce que l'argent c'est très important pour survivre, par exemple, pour manger, etc. Forcément, l'enfant il va associer le travail à l'argent et pas à autre chose. C'est vraiment, on travaille juste pour avoir de l'argent et pour pouvoir se nourrir, tu vois, juste pour pouvoir vivre. Alors que par exemple, un parent qui va répondre, écoute, je travaille pour faire du bien à la communauté, tu vois, pour m'épanouir, parce que j'aime ce que je fais et tout. Forcément, l'enfant, il aura une vision du travail qui sera différente et il va pas forcément associer le travail à l'argent. Il va l'associer à un épanouissement personnel, etc. Ouais. Et du coup, voilà, le travail aura un aspect différent de l'aspect uniquement financier. Ouais. C'est rare quand même, je trouve, dans notre société, cette division-là de l'argent. En tout cas, moi, je sais que c'est clair. Je sais que j'ai pas trop grandi. J'ai pas trop grandi avec ça. Je sais que mes parents aiment bien leur métier, mais ils nous ont jamais dit on travaille parce que c'est notre passion, tu vois. Non, c'est vrai que c'est pas du tout la culture dominante. Oui, c'est clair. Ouais, c'est pas du tout le point de vue dominant dans notre société, et ça a un impact quand même qui est assez important. Tu vois, moi du coup, la valeur de l'argent, elle est surtout liée au travail. Et au fait de beaucoup travailler, tu vois, moi j'ai vu mon père rentrer à 22h parfois le soir quand j'étais jeune. Des fois on l'attendait pas forcément pour dîner et tout. Il faisait son mieux, tu vois, pour rentrer tôt, mais il pouvait pas tout le temps. Et du coup, voilà. Mais c'est aussi comme ça que toi, tu t'es construit. Ouais, je me suis construit comme ça. Je me suis travail, construit. Il faut absolument que je travaille, que je bourrine au collège, même dès la primaire en fait. Je devais déjà être excellente en primaire. Et ensuite, j'étais première de la classe. C'est pas du tout pour me vanter, c'est juste que je devais en fait. C'était presque un devoir de le faire pour après. Ce que mes parents disaient, c'est que après, du coup, je pourrais m'acheter ma liberté. Tu sais, comme si la liberté c'était quelque chose que tu pouvais acheter, que c'était pas gratuit en fait, que c'était vraiment réservé à une élite de gens qui bourrinent, et que si t'as pas fait ça, tu peux pas être libre. Mais ça, c'est un truc, c'est chaud en vrai. C'est aussi très répandu dans notre société, le truc de cette idée de faire des études absolument. Moi, je pense qu'on a une éducation un peu similaire à ce niveau. Moi aussi, j'ai eu ce truc-là. C'était très important de faire des études. Et en fait, cette notion d'effort là, elle commençait très très tôt. Commencer très très tôt, tu te disais dès la primaire, moi aussi c'était pareil, il fallait que je sois toujours le meilleur, il fallait que, tu vois, il fallait au collège que je sois hyper fort dans les matières scientifiques et partout ailleurs pour pouvoir passer en S. Une fois que j'étais passé en S au lycée, il y avait toute la pression d'avoir les meilleurs résultats possibles pour avoir la meilleure prépa après derrière, parce qu'il fallait absolument faire une prépa parce que c'était prestigieux. Et voilà, et en fait c'est-à-dire cette idée de la voie royale, d'être toujours dans un parcours, il faut être le meilleur et aller mais en fait en étant un peu déconnecté, même complètement déconnecté de ce qui nous fait vibrer profondément. Complètement. Et moi j'ai complètement suivi cette voie-là, et je me souviens par exemple à l'époque je voulais faire de la philo et j'adorais ça, mais en fait tout mon environnement social, et là j'incrimine pas que mes parents du tout, il y a aussi clairement genre tout mon lycée, mes potes, plein de gens autour de moi en fait, genre même toute la société on va dire, qui me disaient en fait, qui me mettaient une espèce de pression invisible et qui me disaient en fait frère t'es bon dans toutes les matières, va dans la voie royale, tu vois, genre on va pas faire philo, tu vois, avec presque un peu de condescendance, tu vois. Et du coup moi j'ai fait une prépa HEC, après je suis rentré dans cette école de commerce. Et j'étais complètement perdu en fait quand j'ai fini par rentrer après des années de dur travail et en prépa c'était un rythme hyper intense, voilà. Et quand je suis rentré en fait, j'avais passé mon temps à obéir à cette injonction d'effort pour atteindre cet objectif, ce graal de l'étude, et au final j'avais perdu le sens de ce que je voulais faire profondément. Et quand je suis arrivé en école de commerce, en plus ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais fait en prépa, et j'étais perdu. Et voilà, et en fait tout ça pour dire que effectivement on a un rapport au travail qui commence dès l'école là,
et qui nous conditionne dans ce rapport études, effort, travail, taf, argent, complètement. et avec un espèce de truc tout tracé comme ça et qui peut être en fait hyper enfermant, quoi. Ouais, complètement. Moi, j'ai vécu aussi cette un peu désillusion depuis que j'ai 8 ans, je disais que je voulais être docteur, tu vois, mais sans que ce soit, tu vois, parce que en fait, au final, j'adorais chanter. Donc en fait, en vrai, je voulais être chanteuse, mais ça, j'avais pas le droit de le dire, tu vois, parce que c'était pas vraiment sérieux. Entre gros guillemets, hein, surtout à l'époque, on pouvait pas être artiste, tu vois, genre c'était pas un métier, c'était même pas un métier en fait d'être artiste. Donc en fait, je voulais être docteur, voilà, je sais pas d'où ça vient, mais c'est arrivé à 8 ans. Et du coup après ça m'a pas lâché et j'ai fait toutes mes études je me suis préparée en fait au concours, tu vois, au concours de médecine. C'était là depuis mes 8 ans. Donc t'imagines bien qu'après, pendant mes études, c'était un peu la désillusion parce que j'aimais ça, mais de là à faire cet effort, franchement, j'ai eu aussi des regrets, tu vois. Je pense que c'est un truc qui se retrouve beaucoup, quoi. Et du coup, ça nous mène au troisième point, je crois, qui est justement, on parlait de la pression autour du travail. Là, il y a la pression aussi autour de l'environnement social, quoi. Complètement. Et y a donc, comme on disait, il y a tout un système qui conditionne notre rapport à l'argent, et l'école aussi. Tu vois, on en parlait, hein, mais carrément. Qui en France valorise vraiment les métiers intellectuels par rapport aux métiers manuels. Donc il y a vraiment tout un truc. Juste, moi je me souviens à ce niveau-là, je me souviens de ma prof de maths qui ne parlait que à ceux qui voulaient être ingénieurs. C'est-à-dire que les autres, elle s'en fichait complètement. Genre, elle leur laissait même pas le droit de parler. C'est horrible. C'est terrible. Et c'est ça. Et en parallèle aussi, je sais pas si t'as remarqué, mais je trouve on parle jamais d'argent au collège et au lycée. On parle jamais d'une forme d'un rapport de créativité que tu peux avoir avec l'argent, parce que l'argent, ça peut servir à faire des projets. Si tu le gères bien, ça peut, en le plaçant ou en l'investissant dans tes projets, ça peut te permettre derrière de rentabiliser, d'avancer, de faire des choses que t'aimes. Ça, on nous apprend pas. Tu vois, et tous ces trucs-là, le fonctionnement de l'argent, l'investissement, personne nous en parle. On nous dit juste fais des études, t'auras de l'argent, mais en fait, ça nous déresponsabilise aussi vachement. T'as quelques cours d'éco quand même. Ouais, mais c'est des trucs d'économie globale et tu vois, c'est un peu plus de la socio. Moi, j'en ai fait un peu. Après, j'ai pas fait ES, mais je sais que bon, c'était pas non plus. Tu vois, c'était pas un truc vraiment appliqué au projet, quoi. Et voilà. Et je pense que tout ça aussi, c'est complètement aggravé par le consumérisme ambiant, quoi. Et notamment l'omniprésence de tout l'imaginaire publicitaire et de la publicité, en fait, qui en fait nous abreuve de cette idée que l'épanouissement passe par l'acte d'achat. Donc il y a le travail, l'environnement social qui nous pousse à le travail égale argent et argent égale épanouissement, tu vois, par l'acte d'achat. Oui, parce qu'on pourra après se payer ce qu'on veut, des vacances aux Bahamas, des choses. Et ce qui se passe en fait, c'est que l'argent est vu comme une fin en soi en fait quand c'est comme ça. C'est-à-dire en fait, finalement tout ça c'est pour aboutir à l'argent, le fait d'être à l'aise financièrement. Et en fait, si on met tout ça ensemble, on obtient des injonctions et des croyances complètement délétères autour du travail, de l'argent et de tout ce que ça implique. Et en fait, l'argent, pour résumer, devrait être la récompense d'une série d'efforts qui commencent dès le plus jeune âge et dont le but est d'acquérir un confort matériel qui sera vu en fait comme une fin en soi. Et en fait, c'est ça, c'est un peu le chemin, tu vois. C'est dur. Et on parle pas, il est pas question de qu'est-ce que tu aimes vraiment faire en fait, tu vois. Alors tu peux aimer certains trucs, mais ça reste dans des rails. Et et c'est chaud. Et c'est vraiment cette pression-là de l'environnement social, elle se fait sentir très très jeune, quoi. Ouais, complètement. Et en fait, moi, j'ai découvert autre chose. J'ai découvert une réalité qui n'avait rien à voir, et je l'ai payé cher, en fait. J'ai découvert que, en fait, l'effort pour l'effort, qui te mène juste à un but qui est extérieur à toi, qui serait l'argent, et en fait, ça te mène pas à l'épanouissement, ça te mène au burn-out, quoi. Genre, ça te mène à rien d'autre que ça, quoi. Et en fait, quel que soit le prestige de tes études, moi j'ai vu des gens à HEC qui étaient très très mal, tu vois, et qui ont enchaîné les burn-out. Enfin, c'est chaud. Et en fait, le confort matériel que tu obtiendras en rétribution de ces efforts un peu dénués de sens, c'est qu'une très très maigre consolation par rapport à la souffrance que c'est en fait d'avoir un taf dans lequel tu t'épanouis pas une seconde, quoi.
Et je pense qu'on est une génération qui commence à prendre conscience de ça, mais c'est chaud. Ouais, mais doucement. Ouais. Et tu vois, juste un exemple par rapport à ça, je voyais une vidéo d'Alexandre Astier, que tout le monde connaît, celui qui a fait la série Kaamelott, voilà. Et c'est marrant parce que lui, il est né dans un environnement dans lequel il y avait déjà de la précarité. C'était une famille d'artistes, une famille d'acteurs. Et donc lui, donc c'était des gens qui étaient habitués à gérer le problème de la précarité, qui en fait, chez qui c'était pas un tabou, c'était ok. Mais comme ils faisaient ce qu'ils aimaient, c'est-à-dire du théâtre, tout le temps, et ben ils baignaient dans un espèce d'univers comme ça de passion, et la précarité était un truc à gérer à côté, mais qui était presque normal, tu vois. Et du coup, lui, il explique qu'il a été élevé avec un logiciel qui n'est pas du tout celui dont on parlait nous, qui est un truc beaucoup plus. Bah ouais, en fait, t'es libre de faire ce que tu veux. De toute façon, la précarité, par défaut, tu la connais, et on l'accepte plutôt parce que derrière, on fait des métiers dans lesquels on est. Et parce qu'on sait aussi que l'argent, ça va, ça vient, c'est pas quelque chose de, tu vois, de fixe. Il y a un attachement à l'argent. Tu sens qu'il était peut-être presque plus sain en fait, qui était pas un truc de fin en soi, et avec par contre un métier qui était un métier genre tu vois, qui plaisait vraiment et qui permettait l'épanouissement. Et du coup lui, il a pas grandi avec ce logiciel là, et très tôt en fait il a toujours fait ce qu'il voulait, quoi. Genre, et il explique ça très bien dans plein d'interviews, et ça a été accepté par son environnement social, qui était un environnement aussi un peu particulier d'artistes, voilà. Et ça m'a assez frappé en fait, parce que en fait je me dis, en fait, on peut avoir un autre logiciel que le logiciel par défaut de la société, tu vois. Et ça donne, alors dans le cas d'Alexandre Astier, c'est un peu un exemple particulier, parce que lui a réussi, entre guillemets. Oui, et puis c'est pas la norme. Et c'est pas la norme, mais c'était quand même intéressant. Parce que lui, en tout cas, a grandi sans cette culpabilité par rapport à la notion d'effort. Et c'était plus, en fait, ça part d'un mouvement intérieur. J'ai envie de faire ça. Ça a toujours été OK autour de moi. Donc je vais le faire. Et ça marche. Et ça a marché pour lui. Alors, je dis pas que ça marche pour tout le monde, mais en tout cas, tu sens qu'il y a un truc qui est assez sain à ce niveau-là. Et voilà, ça m'a marqué parce que c'est vrai qu'on vient peut-être de milieux dans lesquels c'était un peu moins vrai, en fait. Voilà. Et donc, tous ces rapports, en fait, à l'argent, plutôt tous ces conditionnements par rapport à la notion d'argent vont contribuer ensemble à créer des profils de gestionnaires d'argent différents. Mais juste avant ça, on a oublié un point, et c'est quand même un point important. C'est aussi autour de notre société, notre culture, et c'est surtout le genre. Voilà, en fonction de notre genre, on va forcément être imprégné de visions différentes de l'argent. Moi, par exemple, dans notre société globalement, c'est le mec qui doit gagner plus d'argent, etc., que la meuf. Même si, heureusement, le féminisme fait changer les choses et fait bouger les choses. Mais moi, par exemple, ma mère, elle nous a toujours dit que, à moi et mes sœurs, qu'il était hyper important qu'on soit indépendante, qu'on dépende pas d'un homme pour vivre, et qu'il fallait absolument qu'on gagne notre propre argent. Et cet aspect-là, tu vois, il est hyper féminin, tu vois. C'est vrai. Je pense pas que toi, ton père, il t'ait dit, il faut pas que tu dépendes d'une femme. Non. Enfin, tu vois, évidemment, ça vient de notre héritage lié à toute l'histoire des femmes par rapport à ces choses-là. Mais c'est vrai que moi, moi, j'ai grandi dans une famille où globalement les femmes ont travaillé depuis déjà 2 générations. Donc c'est vrai que moi, j'ai pas trop eu ce truc-là de le mec doit gagner plus. Non, vraiment, c'est même presque l'inverse. Mais là où je te rejoins, c'est que moi, j'ai été éduqué avec ce truc-là, par contre, c'est l'homme qui doit gagner quand même plus, qui doit toujours être cette force d'activité, qui rapporte de l'argent. Parce que c'est le modèle que tu as vu chez tes parents. Ouais. Et c'est vrai que moi, c'est un truc qui m'a aussi beaucoup conditionné. Qui t'a mis la pression aussi. Qui m'a mis beaucoup de pression, qui continue de m'en mettre d'ailleurs. On en reparlera un petit peu plus tard de ce sujet. Mais oui, et puis pour revenir aussi à la question de genre, c'est vrai que souvent les femmes, elles ont tendance à se rabaisser en fait dans leur activité. Elles se dévalorisent beaucoup plus facilement que les hommes, donc elles se mettent moins bien en avant, et donc elles ont plus de difficultés aussi, à évoluer dans leur milieu professionnel. Et Christian Junod, il explique cela par quelque chose de très intéressant qui serait lié à l'image, tu vois, de la salope, de la prostituée qui, quand elle veut une augmentation de salaire, elle doit le demander, elle doit demander de l'argent, tu vois. Et derrière, il y aurait cette ombre un petit peu de la salope qui nous bloque à demander notre dû, en fait, tout simplement. Et on n'ose pas le faire parce qu'on a cette ombre de l'image de la prostituée que vous n'avez pas, les hommes. Et parce qu'à l'époque, celle qui demandait de l'argent,
c'était des prostituées, tu vois, parce que les femmes travaillaient pas. Donc celles qui gagnaient leur vie, c'était les putains, tu vois. Ouais. Et du coup, il y a un peu cette ombre-là. Et c'est pour ça aussi que les femmes, c'est en tout cas une hypothèse, ont beaucoup plus de mal à se mettre en avant. Et à se valoriser parce qu'elles ont peur qu'on les pointe du doigt comme étant des salopes qui se montrent, voilà. Et donc, ouais, comme on disait, tout ça vient colorer notre rapport à l'argent et ça aboutit à 3 différents profils de gestionnaires d'argent. Je te laisse les décrire. Donc voilà, plus tard, adulte, ça aboutira à 3 grands profils. Et ça va être Peter Kenning, qui est un économiste, qui va définir ces 3 grandes tendances dans la gestion de notre argent. La première tendance qu'il va décrire, c'est la tendance écureuil. Ouais. C'est clairement toi. Hein. C'est en fait un profil qui aime accumuler l'argent, qui est très vigilant à dépenser le moins d'argent possible par rapport à ce qu'il gagne. Et du coup, il est extrêmement doué pour économiser son argent. Il va régulièrement regarder son compte en banque. Ouais. Il apprécie voir l'argent s'accumuler sur son compte en banque et il est un petit peu comme un écureuil, tu vois, qui récolte plein de noisettes et qui ensuite ou un castor et qui ensuite observe son butin de noisettes qu'il a accumulé et qui est content de voir ce butin de noisettes, tu vois. Il a travaillé pour, hein, mais il est content de voir ça. Et c'est quelqu'un aussi qui va stresser quand il y a trop de dépenses d'un coup. Voilà, et c'est aussi quelqu'un qui apprécie que chacun paye sa part. Ouais. Voilà. Qui dit les bons comptes font les bons amis. Voilà. Ça, c'est le profil écureuil. Ouais. Toi, t'es un petit peu comme ça? Moi, je suis clairement comme ça. Ouais. Ouais. Je disais que c'est un besoin de sécurité. En fait, je projette un besoin de sécurité sur l'argent. Argent égale sécurité. Exactement. Et donc, du coup, ouais, derrière, il y a quand même une peur du manque, hein, comme je disais tout à l'heure. C'est que c'est clairement ça qu'il y a derrière. Mais voilà, et ouais, enfin voilà, en fait, vraiment pour moi, l'argent, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Donc, du coup, je le gère plutôt bien. Je gère bien mes comptes. Oui, parce que t'as ce besoin d'être sécurisé. Ouais, quoi. Ouais. Et tu projettes ça sur l'argent. C'est clair. Et ben moi, je suis la deuxième tendance. Je suis pas du tout ta tendance à toi. Moi, je suis la deuxième. Et la deuxième, c'est la tendance du repousseur. Ouais. C'est un profil qui va s'éloigner de l'argent et s'éloigner de tout ce qui touche à l'argent, car il a une vision assez négative de l'argent. C'est quelqu'un du coup qui a beaucoup de mal à épargner, qui sous-évalue complètement la valeur de son travail. Qui ne se met pas bien en avant, qui aussi a tendance à délaisser tout ce qui est facture. Voilà. Qui propose souvent des rabais. Quand il a un métier, voilà, quand il est indépendant, il a beaucoup de mal à développer son activité. Quand il est salarié, il a beaucoup de mal à demander des augmentations, etc. Il va pas beaucoup évoluer dans son métier. Et c'est souvent quelqu'un qui du coup a un salaire plutôt bas par rapport au travail qu'il fait, quoi, tu vois. Et c'est aussi quelqu'un qui est pas du tout à l'aise à demander de l'argent aux autres. Voilà. Ouais. Globalement, ça c'est un peu moi. Ouais. Forcément, c'est quelqu'un du coup qui a du mal à aller au bout de ses projets, souvent par peur ou manque d'argent. Et c'est quelqu'un qui, par exemple, s'il veut être indépendant, a aussi beaucoup de mal du coup à vivre de ses projets parce que forcément il y a pas d'argent au bout, quoi. Voilà, et la troisième tendance, du coup? Et la troisième tendance, c'est la tendance montagne russe. Ça va être quelqu'un qui accumule de l'argent et qui ensuite va tout dépenser quasiment d'un coup. C'est quelqu'un du coup qui parfois avoisine le négatif assez régulièrement. Ouais. Et malgré une volonté d'économiser de l'argent, parce que c'est quand même quelqu'un qui accumule et qui aime bien avoir de l'argent sur son compte, bah en fait c'est quelqu'un qui aime aussi beaucoup donner. Donc parfois il va pas trop regarder les dépenses et donc il va aussi faire des mauvais placements. Il va dépenser son argent un peu trop rapidement, un peu trop spontanément, sans trop réfléchir, contrairement à l'écureuil. Et du coup, il peut avoir tendance à s'oublier aussi derrière tout ça, à faire trop de cadeaux. C'est un peu un giver.
la montagne russe. Ouais, intéressant. Voilà. Ouais, je sais pas si, enfin en tout cas, je sais que c'est un exercice marrant. Moi, quand j'avais lu le bouquin, et je m'étais amusé de voir. Et je pense qu'on est aussi jamais mieux catégorisé que par les autres. Ouais, Donc moi, complètement. j'hésitais entre deux trucs. Et après, moi, j'ai comme lu. elle me connaît très bien, Je lui dis, mais toi, t'es directement ça, tu Ouais. vois. Et tu vois, je pensais que ma sœur, je sais pas si je peux parler de ça, mais je pensais que ma sœur était un petit peu comme moi. Et en fait, bah non, finalement, elle est plus montagne russe. On a même dans la même famille, la fratrie, on voit qu'elle est différente. Ouais, ah oui, c'est clair que moi aussi, Ouais. j'ai pas le même rapport à l'argent que tes sœurs. mes sœurs. Ouais, pas du tout. C'est clair. Ouais. Et juste pour revenir à la montagne russe, Ouais. au profil montagne russe, du coup, c'est pour affiner un petit peu, c'est quelqu'un qui associe beaucoup l'argent à la liberté. Tu vois, toi, tu l'associes à la sécurité. Ouais. Le repousseur, il associe l'argent à quelque chose de mal, de négatif. Et ben, la montagne russe, elle va l'associer à une forme de liberté, de pouvoir s'acheter ce qu'il veut quand il veut, tu vois. D'où cette tendance à vouloir dépenser en se disant, bon, ben, on n'a qu'une vie, tu vois. On n'a qu'une vie, alors il faut le faire, en fait. Parce que demain, on peut ne plus avoir d'argent, donc on le dépense. Intéressant. Tu vois, donc c'est un peu cette notion-là de se faire plaisir, en fait. Conséquence de tous ces conditionnements et de tous ces profils-là qui existent dans le rapport à l'argent, ben, le couple sera un espace nécessairement, en tout cas à un certain moment, de confrontation de point de vue par rapport à deux visions justement de l'argent. Ouais. Et ça, c'est à cause de la puissance en fait des projections sur l'argent qu'on peut faire en fait. À quel point c'est un révélateur puissant, quoi. Complètement. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il y a un vrai déterminisme social dans la formation des couples, qui n'est pas absolu, mais qui existe vraiment. Je sais qu'en France, selon un sondage récent, il y a 4 couples sur 10 qui occupent un emploi avec le même niveau de qualification et de salaire. Donc déjà, c'est presque la moitié des couples qui sont homogènes en termes d'origine sociale. Et c'est encore plus vrai pour le haut de l'échelle sociale, où un couple sur 2, cette fois-ci, appartient à la même catégorie sociale élevée. C'est moins vrai pour les catégories avec des emplois peu qualifiés, ou l'endogamie, c'est-à-dire la propension à se marier avec des gens qui ont pareillement des emplois peu qualifiés, est plus faible de 1 sur 3. Mais du coup, il y a en tout cas au global et dans les catégories élevées, il y a un vrai déterminisme. Et une homogénéité entre les couples. Bon, une homogénéité relative, qui n'est pas une règle absolue, mais ça montre bien que les différences de perception autour de l'argent sont un facteur très très fort. Très culturel, très ancré. Et au-delà de ça aussi, que même dans un couple avec homogène, disons en termes d'origine sociale, comme c'est un peu le cas pour nous, il peut y avoir en fait l'argent étant encore une fois un écran de projection très puissant, il y aura forcément des points de dissension. Forcément. Et en fait, moi je trouve que cette confrontation, elle se lie souvent dès le premier date, quoi. Le premier date, c'est souvent, il y a cette fameuse question du qui paie, qui est un truc majeur, tu vois. Et pour beaucoup de monde, c'est déjà en fait un critère en soi. Genre, c'est un critère hyper important, qui prend parfois une importance démesurée. Et c'est souvent en rapport avec la question du genre, évidemment, parce que c'est souvent les hommes qui sont vus comme devant payer, tu vois. Et voilà. Et alors, nous, on n'est pas là pour critiquer le rapport des gens avec ce genre de critères-là. C'est pas du tout le but. Pas du tout. Mais c'est vrai que d'un point de vue personnel, pour moi, c'était important que dès notre premier date, que chacun paye sa part. En fait, genre c'était important et ça a choqué mes copines d'ailleurs. Mais en fait, la raison, c'est que je vois l'autre comme un être humain avant de voir un genre, tu vois. Et que du coup, il y a pas de raison que je te catégorise comme a priori t'es une femme, donc je vais devoir, et moi je suis un homme, donc par définition c'est moi qui dois payer. En fait, je trouve qu'il y a un truc qui est un peu sclérosant là-dedans. Et voilà, et je voulais pas en fait. Pour cette raison, je voulais pas. Et moi, ça m'a pas choqué du tout, tu vois, parce que pour le coup, c'est vrai que j'ai grandi un peu dans ces clichés-là, c'est vrai. Mais pourtant, ça a pas du tout été un frein. À aucun moment, je me suis dit, déjà, tu m'as pas, enfin, à aucun moment tu m'as dit je t'invite, etc. Donc tu me devais rien, tu vois. Et à aucun moment j'ai attendu ça de ta part, et en fait ça m'a pas du tout bloqué. Vraiment, j'ai même pas tiqué quand on a dit on fait moite-moite. C'est même moi qui ai proposé, genre en mode c'est naturel, tu vois. C'était presque un truc naturel de on se connaît à peine, ça s'est super bien passé, je pense qu'on se reverra, mais bon, tu vois, genre en tout cas non, on l'a pas vu, moi je l'ai pas vu comme
comme un frein à faire un deuxième date en mode oh là là, il m'a pas invité, ça craint. C'est ça qui a fait que pour moi aussi c'était un green flag, tu vois. Parce que et au final c'est devenu un critère finalement, alors que je voulais pas que ça en soit un, mais c'est devenu un critère parce que j'aurais pas pu me mettre avec une fille qui aurait attendu explicitement ou même implicitement, mais qui m'en aurait voulu parce que j'ai pas payé. Ça aurait été pas possible. Pour moi ça c'était un red flag, tu vois. Ah ouais. C'était une limite. Clairement c'était un truc parce que j'aime pas en fait, mais c'est personnel, hein. Ouais, c'est pas personnel. Non, vraiment là on juge pas du tout. Là c'est ultra personnel, c'est vraiment nos points de vue. Mais moi personnellement, j'aime pas m'imposer et imposer à l'autre un comportement en fonction du sexe, en fonction de son sexe ou en fonction de tout autre déterminisme qui soit un peu extérieur aux qualités intrinsèques de la personne, tu vois. Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire ? Complètement. Parce que ce soit une femme ou un homme, ben ouais, mais tu peux avoir un rapport à l'argent. Enfin, tu vois, tu peux travailler, avoir plus d'argent que moi carrément. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas. Et c'est cette idée de s'imposer à soi et à l'autre un truc uniquement en fonction de quelque chose d'extérieur qui serait le genre. Moi, ça me dérangeait. Oui, parce que c'est vrai que tu te dis aussi une meuf qui attend que le mec paye, bah forcément, du coup, elle attend que le mec ait une situation. Ouais. Et c'est une meuf qui pourrait pas accepter, par exemple, un homme au foyer. Tu vois ? Grave. Tu vois. Bah en fait c'est cette idée que l'homme sans parler de mec michto ou quoi, tu vois. Et c'est pas une femme au foyer et pas forcément michto, ça a rien à voir. C'est juste une vision de la vie, du travail. Et il y a ce truc là derrière aussi, tu vois. C'est clair. Mais en fait je trouve qu'aussi cette vision de c'est l'homme qui paye traduit aussi une répartition des rôles en fonction du sexe. L'homme serait en fait celui qui va affronter la violence du monde extérieur d'un point de vue économique pour apporter de l'argent à la maison, donc il se gère un peu l'extériorité et ce rapport là, et la femme va être celle qui gère en fait l'intériorité, la maison, tu vois, le domaine des émotions, et en fait moi pourquoi aussi j'avais pas envie d'imposer ce truc là dès le début, c'est parce que t'es pas comme ça. C'est parce qu'en fait moi j'ai envie à la fois d'avoir mon rapport d'extériorité, de gagner ma vie et tout, et en même temps j'ai envie aussi d'être fluide dans mon rapport à ma féminité aussi, tu vois, genre moi aussi j'ai envie de m'occuper de mon intérieur, de mes émotions, et aussi du coup c'est devenu un critère ce truc là parce que j'attendais aussi de ma femme qu'elle ait ce rapport-là aussi, tu vois, qu'elle soit fluide entre son féminin et son masculin, et c'était très important pour moi en fait. Je comprends. Donc voilà. Et encore une fois, il ne s'agit pas de critiquer les gens qui choisissent autrement. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent s'épanouir complètement dans d'autres formules. Mais là, on parle un peu de notre expérience et c'est aussi pour illustrer à quel point dès le premier date, en fait, l'argent, c'est constitutif d'un truc. Et pour vous montrer aussi que ça existe, un mec qui paye pas au premier date, enfin si, au final, tu payes, on fait moite-moite, quoi. On fait 50-50. Et je me suis pas arrêtée à ça, et presque heureusement, tu vois. Heureusement. Oui, et donc après, cette confrontation-là, elle continue quand on rentre en concubinage, quand on habite ensemble, ça vient encore révéler d'autres choses. Ça vient cristalliser tout ce qu'on n'avait pas réglé en fait avant, parce que quand t'habites pas avec la personne, tu sais pas vraiment ce que c'est les dépenses à deux, quoi. C'est clair. Chacun gère son truc. Et là, je pense qu'il peut y avoir vraiment plusieurs types de conflits par rapport à l'argent. Ouais. Le premier type, c'est, on va dire, les divergences autour des dépenses. Ouais. Exactement. Bah, après, là-dessus, on s'entend plutôt bien. Globalement, c'est vrai que il peut y avoir des vrais conflits chez les couples. Par exemple, un qui adore voyager, faire le tour du monde, et l'autre qui est un petit peu casanier et qui veut pas dépenser son argent dans les voyages. C'est vrai que là, je peux comprendre que ça peut être un vrai problème dans les dépenses du couple. Mais tu vois, juste là, je rebondis là-dessus. En fait, tu vois, c'est un problème qui est un problème extérieur à l'argent. Complètement. Mais qui vient se projeter sur la notion d'argent. Exactement. Donc c'est ça qu'on expliquait au début. Mais c'est souvent comme ça, en fait. Hein. C'est souvent comme ça. C'est marrant à voir. Il peut y avoir un truc de valeur, un truc dans les passions, etc., qui va se répercuter après sur la notion d'argent. Carrément. Les deuxièmes divergences qu'il peut y avoir par rapport à l'argent, c'est à l'épargne. C'est par rapport à l'épargne et tout ce qui est prévoyance, donc tout ce qui est économie, futur du couple, etc. Et ça, on va en parler pour nous, hein, c'est un vrai truc. On en reparlera. Et le troisième point, on va avoir aussi toutes les tensions qui sont créées par l'absence de communication autour de ce sujet. Je lisais un article là-dessus où en fait parfois on peut être aligné dans notre rapport à l'argent plutôt, tu vois. Mais en fait, c'est plutôt le tabou autour même de la gestion de l'argent qui peut créer des conflits en tant que tel. Je sais qu'il y a une sociologue, Hélène Bello,
qui a effectué des travaux sur cette question en fait du tabou de l'argent dans la gestion de l'argent et qui s'est rendu compte que 40% des couples qu'elle avait interrogés ne discutaient en fait jamais de l'organisation des finances. En fait, c'était un truc qui devait aller de soi. Et en fait, derrière ça, il y a toujours cette idée que l'amour, en fait, est très au-dessus des basses préoccupations qui seraient liées à la sphère de la gestion de l'argent, qui seraient en fait toujours liées à l'intérêt, le calcul, et que l'argent, en fait, échapperait à ça. Doit vraiment passer au second plan par rapport à l'amour. Ouais, ce qui en fait, ce qui peut créer des conflits aussi, et ce qui est faux, parce que. Ce qui peut créer des conflits du coup. Ouais. Et je pense qu'il faut aussi parler des violences économiques. C'est aussi un point très important. C'est aussi un gros point dans les confrontations. C'est aussi un gros point, la violence économique. Par exemple, on peut citer un des partenaires qui contrôle complètement les finances, tu vois, ou alors le vol d'argent d'un partenaire vis-à-vis de l'autre. Le contrôle des dépenses par uniquement un des deux. Par exemple, le blocage de cartes bancaires ou de trucs comme ça. C'est vraiment des choses qui existent. Hein, c'est pas du tout à négliger. Ou le simple fait, par exemple, d'avoir un compte personnel dont on va pas parler à l'autre ou des choses comme ça. Tu vois. Ouais, ça c'est un vrai truc qu'on n'en parle pas assez. Ça concerne d'ailleurs surtout les femmes, clairement. Ça concerne surtout les femmes. Selon l'IFOP, 41% des femmes françaises disent avoir déjà été victimes de violences économiques vis-à-vis de leur conjoint. Et ça s'explique aussi en partie par l'asymétrie des salaires. Qui est un écart, je crois, de plus de 15% en moyenne entre les deux sexes. C'est aussi lié au fait qu'il y a des stéréotypes dont on parlait un peu plus haut, qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Sur le fait de placer la femme dans une dépendance vis-à-vis de son mari, ou même pas son mari, son conjoint. S'il y a du dialogue après... par rapport à ça... Oui, ça peut bien se passer aussi. Ça peut bien se passer. Si par exemple, il y a une femme qui veut absolument que son homme contrôle tout, bon, s'il y a un dialogue et que la femme est d'accord, écoute, on peut rien faire. C'est surtout s'il n'y a pas d'abus de pouvoir de la part du mari. S'il n'y a pas d'abus de pouvoir, et encore une fois, si les deux sont d'accord, ça peut très bien fonctionner. Ça peut fonctionner. On n'est pas là pour juger, encore une fois. Oui, mais il y a quand même un risque quand tu donnes trop de pouvoir à quelqu'un. Enfin, je veux dire, si la personne sait quoi faire de ce pouvoir-là, et n'en abuse pas, ça sera sain. Mais en fait, c'est quand même un facteur de risque, on va pas se mentir. C'est quand même un facteur de risque. Du moment où t'es pas responsabilisé sur ta gestion de l'argent. C'est indéniable. Voilà. Ça peut mal tourner. Surtout si après il y a des trucs de divorce ou des trucs comme ça. Alors là, c'est souvent les pires situations. C'est clair. Bon, je crois que du coup, sur ce sujet-là, des confrontations dans le couple, on peut vous parler un petit peu de notre exemple à nous. Nous, on a eu pas mal de disputes. Je pense que peut-être que ça fait partie de nos plus grosses disputes. Je pense les disputes autour de l'argent. On l'avait déjà évoqué dans un épisode, je sais plus lequel, parce qu'on n'a pas du tout la même façon de gérer notre argent. Alors quand on n'habitait pas ensemble, c'était pas trop gênant. Mais par contre, quand on a commencé à habiter ensemble, là, ça a été embêtant, surtout quand on a commencé à avoir des projets ensemble, notamment ce podcast, etc. Et d'autres projets. Là, ça a commencé à poser problème parce que moi, je suis plutôt de nature à laisser traîner un peu les choses. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de mal aussi à gagner bien ma vie, même si je travaille. J'ai du mal à communiquer un peu sur ces sujets-là. Et c'est vrai que j'ai du mal aussi à économiser mon argent. Et quand on a des projets, c'est quand même bien d'avoir des économies pour penser au futur et pour pouvoir développer ces projets et aller au bout des projets à fond, en fait. Ce que toi, tu voulais faire, dès le départ, tu voulais être à fond dans les projets. Moi aussi, sauf que moi, j'avais pas les capacités financières et je l'ai pas forcément dit tout de suite. Même pour remonter encore à ça, il y a eu un moment où tu as été en banqueroute parce que tu n'avais pas anticipé le paiement des impôts. Et on commençait à habiter ensemble et c'est vrai que... Mais on en avait déjà parlé dans un autre épisode. J'avais commencé à travailler, mais du coup, comme c'était la première année en tant qu'indépendant, je suis chirurgien-dentiste, j'avais pas calculé les impôts en fait. Et du coup, je dépensais, mais sans garder cette partie-là pour les impôts et les URSSAF, tu vois. Et forcément, quand ça m'est tombé dessus, j'ai pas compris ce qui se passait parce que je me disais, mais
En fait, je comprends pas. Je Ouais. savais pas que je devais autant d'argent, surtout aux URSSAF, parce que je l'avais pas calculé. Parce que du coup, je mets de côté tout ce qui est facture. J'aime pas ça, en fait. Ouais. Mais du coup, ça s'est retourné contre moi. Et c'était dur parce que il fallait quand même que je paye le loyer avec toi. Et forcément, ça m'a mis un petit peu mal. Et voilà, quoi. C'était un peu, je pense, notre première grosse dispute vis-à-vis de l'argent. Et il y a eu plusieurs itérations de cette dispute. À chaque fois que tu te retrouves dans des situations où tu peux pas payer, et où en fait tu le dis pas, et juste parce que t'as. Et souvent, je le dis pas parce que j'ai honte, en fait, d'être arrivée à ça. J'ai un petit peu honte. Et c'est pas que je dépense, en fait. Hein. C'est pas que je dépense, c'est juste que je suis pas prévoyante. Ouais. Je suis vraiment le repousseur. Je repousse tous ces trucs-là. Du coup, forcément, même si je dépense pas beaucoup d'argent, comme j'en gagne pas beaucoup, dès que j'ai un petit peu de projet, j'ai plus assez après pour les développer, tu vois. Et c'est vrai que moi, ça dans le passé, ça a pu me rendre fou, quoi. Ouais, vraiment. parce que t'es l'inverse, en fait. Que, Et tu comprenais pas. Non, moi, c'est vrai qu'il y a eu plein de moments où, genre, c'est-à-dire, c'est tellement étranger complètement à ma façon de voir les choses mais ça m'a fait péter des plombs, quoi. En fait. Ouais. Et en fait, j'ai réagi aussi comme il y a une peur derrière ma façon aussi de gérer l'argent. T'as réagi avec la peur. Toi, en fait, tu te mets dans la situation que moi, je veux éviter le plus possible. En fait, c'est cette situation-là, c'est la peur de me retrouver dans cette situation que toi, t'as traversée, qui fait que je suis hyper prévoyant et que je suis hyper, tu vois, derrière mes finances, quoi. Mm-hmm. Et du coup, le fait que toi, tu y ailles comme ça, en fait, je l'ai pas supporté. Et ce qui est normal, entre guillemets, parce que en fait, moi-même, n'ayant pas traversé cette peur pour moi-même, enfin, tu vois, étant pas à l'aise avec ça, je pouvais pas l'être avec toi. Donc, j'ai réagi aussi par un espèce de surcontrôle après, derrière, de vouloir faire les choses pour toi, tu vois, et ça a fait qu'envenimer le problème, en fait. Genre, ça t'a pas responsabilisé sur. Non, ça m'a pas responsabilisé. Ouais, tu vois, je t'ai engueulé, je t'ai fait culpabiliser. Enfin, parce que j'avais peur, en fait. Parce qu'il y avait cette peur derrière. Ouais. Puis, tu sais, aussi, on forme un couple et tout. On a des projets. Et genre, si je peux pas compter sur toi sur les trucs de gestion d'argent, et tu sais, tous ces trucs-là, quoi, qui ravivent. Et quand je te dis pas les choses aussi, que je gagne pas assez ma vie, parce que j'ai honte, en fait, du coup, je le communique pas. Pour toi, c'est de la trahison, en fait, que je partage pas mes finances, tout ça, que je garde ça pour moi parce que j'ai un peu honte. Toi, tu le vis un peu. Je me rappelle cette dispute-là, tu l'as vécu un peu comme une trahison. Ouais, carrément. Parce que de mon point de vue, je n'avais pas du tout l'intention de te trahir ou de te cacher des choses ou de te mentir. Vraiment pas. C'est juste que pour moi, genre, c'était pas important. C'était moi qui devais gérer mes problèmes tant que je me débrouillais pour arriver à payer mon loyer, ma part du loyer tous les mois. T'avais pas à savoir ça. Enfin, c'est ce que je pensais, en fait. Ouais, mais en fait, jusqu'au jour où j'ai dû te dire que en fait ça m'angoissait parce que si je voulais développer le projet, il fallait de l'argent et que j'en gagnais pas beaucoup. Et là, tu m'as demandé, mais attends, tu gagnes ce que tu m'as dit il y a quelques mois ou qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, je suis indépendante, donc forcément, selon les mois, ça varie. Et là, je lui ai avoué que non, je gagnais moins que ce que j'avais prévu. Et là, tu l'as pris comme une trahison. Encore une fois, c'est ça. Mais c'est toujours ce même truc. Mais en vrai, je comprends parce qu'on a des projets en cours. On a de l'argent qu'on doit dépenser pour ces projets-là. Et je comprends que tu l'aies pris comme un mensonge, comme une trahison. Franchement, je me suis mise à ta place et je me suis dit, ouais, là, j'ai peut-être merdé. Mais moi aussi, c'était pas volontaire. Quand tu fais ça me trigger tellement fort qu'après, j'emploie des termes qui dépassent ma pensée et je deviens. C'est la peur qui parle. Ouais, je te culpabilise, je te dis que t'es une gamine, et tout ça. Donc des trucs aussi où moi je vais trop loin dans le sens inverse parce que c'est pas des trucs très très graves. Hein. C'est pas des trucs très très graves. Pas non plus des trucs très... C'est juste que tu gères pas très bien ton argent, que t'enterres un peu les trucs, mais c'est jamais des trucs extrêmement graves. Et toi, tu surréagis. Mais moi, je pense que je surréagis un peu parce que genre c'est juste c'est tellement impensable pour moi de faire ça en fait que je comprends. En fait, j'arrive pas à comprendre quoi. Genre, j'arrive pas à mettre à ta place. Je comprends pas. Pour moi, l'argent, c'est un truc hyper important, c'est sécurisant, c'est genre je fais toujours attention à en avoir, j'ai toujours de l'argent de côté et j'adapte mon comportement en fonction des réserves. D'ailleurs, je me rappelle quand tu as changé de boulot, quand tu es passé de salarié un peu, freelance à indépendant, indépendant dans la musique, donc c'est quand même pas la même chose. Non. Je me rappelle que tu as anticipé grave ce changement de boulot. Mais grave. Genre t'avais économisé pour tenir 2 ans. Genre t'avais fait des tableurs graphiques en mode bon, ça si ça marche pas, j'aurai cette option de là de rechange. Et sinon je pourrais faire ça. Genre t'avais des plans A, B, C, D, E. Ouais. Alors que moi, genre à un moment, je sais que dans ma vie j'ai voulu arrêter mon travail. Je me suis même mise en arrêt maladie à cause d'un problème de santé.
j'ai pas réfléchi forcément à comment Ouais. j'allais gérer. Je me suis dit bon, je pense que je peux tenir 6 mois, mais j'ai pas plus réussi, j'ai pas plus réfléchi à l'avance à cette transition-là, tu vois. Et forcément, ça m'a mis dans la merde parce que j'ai bouffé une partie de mes économies et après, faut reprendre à zéro quoi aussi quand tu reprends ton activité. Donc clairement, ces deux façons de voir l'argent qui sont très différentes, qui sont presque opposées. Elles mènent au clash et voilà. Et cycliquement, on y revient. Mais on évolue quand même. Ouais. On apprend à accepter l'autre. C'est vrai. Et ça nous mène peut-être à la dernière partie. Ouais. Qui est de dire que le couple, c'est d'accord, c'est un espace de confrontation, mais c'est aussi un espace de transformation et de dépassement aussi des peurs et des croyances qu'on peut avoir autour de l'argent. Mm-hmm. Et peut-être là, on peut vous partager sur une note plus positive les points qui permettent de mieux digérer, de mieux accepter l'autre dans sa différence. Complètement. En fait, quand le couple il va cristalliser des visions divergentes de l'argent, ce qui est le cas pour nous, c'est important d'aller interroger les croyances derrière, d'aller voir les peurs derrière, c'est clair. Pour faire un peu un travail de déconstruction, tu vois. Par exemple, pour parler un petit peu de mes croyances, moi j'ai toujours cru que l'argent c'était un peu mal, c'était mal d'en avoir trop, mal de trop le montrer. Tu sais aussi dans ma culture, dans notre culture, avoir trop d'argent et le montrer, ça peut nous porter l'œil. Tu sais, il y a ce truc-là un peu c'est un peu menaçant de le dire et de le gagner. Et voilà, j'ai eu un petit peu des images négatives au fait d'avoir trop d'argent et une partie de ma famille qui s'est disputée pour des histoires d'argent. Moi, ça m'a clairement dégoûtée de l'argent. Et du coup, j'ai vu aussi mon modèle de mes parents qui prennent pas trop de risques dans la gestion de leur argent. Ils sont assez calmes vis-à-vis de ça. Ils sont salariés tous les deux. Vraiment, ils gagnent bien leur vie, mais ils ont jamais pris de risques vis-à-vis de l'argent. Et je pense que du coup, je me suis construit aussi avec ce modèle-là. Résultat, forcément, en grandissant, j'ai été un peu déresponsabilisée de la gestion de mon propre argent. Et en plus, je projette un petit peu du dégoût et du mal sur l'argent. Je culpabilise de vouloir en gagner, alors qu'en fait, je veux quand même en gagner, puisque j'ai envie de développer mes projets. Et aussi, je suis trop généreuse, etc. Dans mon métier, etc. Ça, on en a un peu parlé, parce que je suis repousseur, donc je suis aussi trop généreuse. Oui, c'est vrai que au final, je me rends compte que quand je fais des rabais pour mes patients, quand je veux être gentille, etc., en fait, c'est moi que je vole et indirectement, c'est toi que je vole, en fait. Hein. Quand je veux éviter je veux tellement pas voler les gens, alors qu'en fait, je les vole pas, hein, tu vois, je fais juste mon activité normale. Je suis hyper honnête et tout, mais quand je veux repousser ce truc-là j'ai l'impression de les voler parce que je me dévalorise, en fait, c'est toi que je vole, tu vois. Et ça, c'est Christian Junod qui le disait, qui parlait de ça. Et je trouve que c'est un truc hyper important parce qu'au final, je vole l'argent qu'on pourrait mettre à deux dans ces projets-là, en fait, tu vois. Et du coup, c'est toi-même aussi c'est moi-même que je vole parce que je me dévalorise, en fait, alors que mon travail, je sais que je le fais bien et c'est vrai, hein, c'est totalement. Et du coup, j'ai ce travail d'acceptation que je dois faire, d'accepter mon rapport à l'argent. C'est aussi accepter ma valeur. C'est assumer mes propres choix qui sont pas forcément les mêmes que mes parents. C'est prendre peut-être plus de risques pour être en accord avec la vie que je veux mener, d'indépendant. Donc c'est être déloyal envers mon entourage et c'est très bien de prendre son envol. C'est pas quelque chose de facile. Non. De rompre les loyautés familiales autour de thèmes comme ça qui sont très puissants. C'est un vrai boulot. Hein. Complètement. Et c'est aussi accepter aussi qu'il y a du bien aussi dans les valeurs sur l'argent que mes parents m'ont transmis. Mais c'est faire mes propres choix vis-à-vis de ça, prendre le bien et déconstruire un peu le mal que j'ai eu de cette gestion. Tu parles de prendre le bien, il y a un aspect d'acceptation, tu disais d'accepter les valeurs aussi que tes parents t'ont transmises, qui sont positives aussi. Oui, il n'y a pas que du négatif. Hein. Là, c'est vrai que j'ai parlé que du négatif, mais aussi, c'est vrai qu'il y a aussi du positif dans tout ça, hein, heureusement. Je pense que l'acceptation, c'est aussi d'accepter notre héritage dans ce qu'il a de positif et dans ce qu'il a aussi de négatif.
Ça se joue à un niveau personnel de faire ce travail-là. Moi, je sais, par exemple, pour donner un petit exemple, j'ai longtemps voulu investir un peu parce que j'avais mis un peu d'argent de côté et je voulais peut-être investir dans certains trucs financiers ou je sais pas quoi. Ouais. Et, dans ouais. l'immobilier, peut-être acheter notre appartement ou quelque chose comme ça. Et en fait, en réalité, ça me mettait dans une espèce d'insécurité de faire ça. Qui était trop forte. Ouais. Et t'étais pas prêt en fait. Tu voulais le faire à un moment où tu te disais je veux le faire juste pour le faire parce que tout le monde le faisait autour de toi. Ouais, parce qu'il fallait un peu le faire. Ouais. Et sauf qu'en fait, moi j'ai lâché là-dessus. J'ai dit en fait non, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de faire ça. Et j'ai investi plus dans mes projets en fait. J'ai mis de l'argent dans les projets pour les faire avancer. C'est donc carrément un investissement. Donc ça, c'est une forme d'investissement aussi, mais ça me mettait plus à l'aise par rapport à mon héritage et par rapport à plein de choses. Et j'aimerais dire aussi que l'acceptation, donc c'est accepter l'héritage en soi, pour soi, qui nous vient de nos parents, de transgénérationnel. Pas l'héritage d'argent. Hein. Non. Notre héritage transgénérationnel plutôt, notre rapport, l'accepter aussi dans ce qu'il peut avoir de beau. Mais il y a aussi ce truc d'accepter chez l'autre certaines choses. Et je sais que par exemple, toi, le fait que toi, t'aies cette façon de gérer ton argent qui est beaucoup plus on verra demain, c'est pas grave, tranquillement. Moi, j'avais appris à voir ça comme une menace en fait. Parce que moi-même, en fait, comme je suis très... je projette de la sécurité sur l'argent, j'ai besoin absolument d'avoir cette sécurité partout. D'avoir cette sécurité et en fait... et voilà, et ça me faisait très peur que toi, tu gères la chose comme ça. Mais en fait, à un moment, j'essaie en tout cas d'apprendre à voir la chose autrement et justement à me dire que, en fait, cette façon que tu as toi de gérer l'argent, elle peut aussi vraiment me détendre. Tu vois, j'ai aussi à apprendre de toi sur ce truc-là. Parfois, être plus détendu, de pas être tout le temps en train de tu vois, genre de regarder combien je peux avoir, de stresser, tu vois, genre juste d'être dans un rapport plus jour le jour, tu vois, on verra, tranquille, fais-toi plaisir, vas-y, tu vois, genre un truc un peu plus cool, tu vois. Ouais. Et peut-être que toi aussi, tu peux apprendre de moi. Moi j'apprends beaucoup de toi, hein. J'apprends ta rigueur, j'apprends de prendre conscience de ma valeur aussi, de prendre conscience de l'importance de l'argent. Je prends conscience que en fait il faut pas avoir honte de vouloir de l'argent. Il faut pas avoir honte d'aimer même l'argent. On est dans une société qui tabouisse tellement ça que dire qu'on aime l'argent, oulala, tout de suite on est pointé du doigt comme quelqu'un de cupide, etc. Et toi, tu m'as appris à dire, en fait, oui, j'aime l'argent si l'argent me permet de développer mes projets, d'être indépendant. C'est ouf ce que ça peut t'apporter. Ça peut t'apporter une sécurité. Voilà, ça c'est indéniable. Ce que ça te permet aussi, c'est de créer de la valeur pour les gens. C'est-à-dire en investissant dans tes projets à des endroits où toi tu t'épanouis, les gens ça va résonner, tu vas pouvoir aider les gens. Complètement. Et ce podcast est peut-être aussi un exemple de ça. Ouais. Donc c'est intéressant. Ouais, et surtout je trouve qu'il y a un petit peu cette injonction là dans les milieux du développement personnel où on n'ose pas trop parler d'argent, etc. Même si ça se développe quand même pas mal. Hein. Mais on peut se sentir mal à l'aise. Moi je sais qu'au début j'étais là, mais ok, si un jour je veux faire des ateliers, si je veux développer mon projet, je sais pas si c'est sain de demander de l'argent aux gens, tu vois. Alors que en fait, encore une fois, si ça te permet d'ensuite pouvoir en vivre et pouvoir encore plus développer et aider encore plus de gens, en fait c'est complètement sain, tu vois. Et c'est des mecs comme Deepak Chopra qui parlent de ça et qui le font super bien quand ils parlent d'abondance en fait. L'abondance, si tu veux de l'abondance financière, go. Enfin, t'as le droit de le demander et c'est pas mal, quoi. Faut arrêter avec ça. C'est pas mal. Ouais. Si c'est pas une fin en soi, mais si c'est pour, tu vois, genre t'aider à te développer, à être épanoui, mais l'argent c'est super, tu vois, genre tant mieux. Ouais, c'est clair. Et on l'a déjà évoqué, mais c'est le fait aussi d'avoir des projets communs. Ouais. Ça, dans le couple en tout cas. Ça peut être aussi un espace de... Ouais. Tu vois, on n'aurait pas parlé de tous ces trucs-là. Ouais. Si on n'avait pas eu de projet commun. En tout cas, ça a créé des disputes, clairement. Même là, récemment, on s'est redisputé sur ces sujets-là. Mais en même temps, ça nous aide à traverser certains trucs et à apprendre de l'autre, justement. Oui, si un jour on veut une famille, si on veut avoir d'autres projets, c'est vrai qu'on aura appris à parler d'argent plus facilement. Ouais. Et à accepter l'autre c'est clair. Et du coup à se projeter, ça aide à se projeter, c'est sûr. Et moi ça m'a poussé aussi à investir, toute cette histoire ça m'a poussé à investir sur ma propre personne, tu vois. Investir sur mes projets, c'est investir sur soi.
Et alors ça, c'est hyper compliqué, tu vois, parce que j'ai pas trop de mal à investir. J'ai investi un peu en crypto, par exemple. Par contre, investir sur moi, c'était un autre délire, tu vois, parce que j'avais tellement pas confiance en moi que je me disais, je peux pas investir sur moi, c'est pas possible. De toute façon, ça va pas marcher. Donc, du coup, je vais perdre de l'argent. Tu vois, c'est ce que je me disais. Alors qu'en fait, n'importe quel entrepreneur te le dirait. Tu vois, ça, c'est ma sœur qui m'a donné le déclic. Elle est entrepreneur, donc elle m'a dit, mais en fait, n'importe quel entrepreneur, au début de sa vie, il se sacrifie, tu vois. Il donne son argent pour son projet, tu vois, pour sa personne. Et ça, c'est un vrai truc que j'ai appris en faisant ces projets avec toi. D'investir sur moi et d'investir sur notre couple. Et voilà. Ouais, parce qu'en fait, l'argent, c'est aussi une source de création. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à le voir comme ça de base aussi. Complètement. En fait, pour moi, je mets de l'argent sur un projet, ça m'aide à me visualiser. Déjà, ça m'aide à... Quand c'est ton argent que tu mets sur le truc que tu as gagné toi, il y a un certain poids, il y a un truc qui t'engage dans le truc, dans le processus. Forcément. Mais c'est pas obligé d'être des milliers et des cents. Ouais, ça peut même être une toute petite somme. Ça peut être des petites sommes, mais au moins, tu vois, tu mets le truc, ça t'engage. Tu y vas davantage. Et aussi, ça te permet... en t'engageant, de faire de la visualisation et de te dire, en fait, c'est là où j'ai envie d'aller, de te projeter, de te construire une image de toi dans le futur qui, qui sera installée dans ce projet. Et en fait, ça peut être créatif. C'est-à-dire, l'argent, ce que j'aimerais dire, c'est que l'argent, c'est pas seulement un lien, un truc qui t'enchaîne et qui est mal, tu vois, qui mène nécessairement à l'abus de pouvoir. C'est ça aussi. Mais c'est un écran de projection, encore une fois. On peut aussi projeter dessus quelque chose de très créatif. Ça peut être le moyen en fait, finalement, de faire du bien aux autres, de leur apporter un vrai service, mais à une échelle plus grande, à parler à plus de monde. Et tu vois, c'est ce qu'on essaie de faire avec le podcast, en fait. Et voilà. Et en fait, et quand c'est fait comme ça, je pense vraiment, ça peut être vertueux, ça peut être très créateur. Donc l'argent, encore une fois, c'est un écran. Ça peut être un endroit de mal absolu. Quand ça devient la domination pour la domination et une fin en soi. Et ça peut aussi, en fait, créer des projets et faire des choses qui sont extraordinaires, en fait. Tu vois et ça, c'est important à souligner, quoi. Et peut-être le dernier point, à dire là-dessus, c'est dans la gestion, tu vois, des conflits de couple par rapport à cette question d'argent. C'est peut-être renoncer à la notion d'égalité pour aller plus vers l'équité. C'est-à-dire que chacun donne en fonction de ce qu'il peut, Et c'est vrai que moi, ça, c'est un truc que j'ai eu du mal à faire. T'as eu un peu de mal, parce que profil écureuil oblige, j'avais envie de tout splitter en deux et que ce soit une égalité parfaite. Alors que je gagne moins que toi. Oui, voilà. Et donc, du coup... Et ça, c'est un truc que j'apprends à faire un peu plus, on va dire, à lâcher du lest là-dessus et à contribuer un peu plus, tu vois. Et en fait, je pense que c'est important aussi parce qu'on n'est pas égaux dans notre rapport à l'argent et ça fait partie aussi du travail d'acceptation, je pense. Ouais, mais même pour moi, c'était hyper dur de me dire que par exemple, tu mets un petit peu plus dans un projet ou un petit peu plus dans le loyer, etc. Pour moi, c'est hyper dur parce que du coup, ça va à l'encontre de tout ce que ma mère me disait, il faut que tu sois hyper indépendante, hyper autonome. Mais le fait que tu gagnes plus d'argent que moi, c'était difficile aussi du coup le fait que tu investisses plus dans les projets. Je me disais du coup ça veut dire que j'ai échoué en fait. J'ai échoué dans mon truc d'être totalement à égalité des hommes et du coup ça m'a mis la pression et du coup forcément je pense que du coup tu l'as senti aussi et c'est pour ça que je pense que t'es resté dans ce truc là on fait 50-50 parce que je le voulais aussi, tu vois. Mais je pense que ça c'est un truc vers lequel qu'on va apprendre à briser de plus en plus. Ça on va l'apprendre et qu'on est déjà en train de faire à plusieurs endroits. Moi j'ai lâché un peu de lest sur ces questions-là. Toi ça va t'aider à lâcher et moi ça va aider aussi. On a déjà commencé en vrai depuis je dirais depuis 6 mois. Puis même en décembre, là, quand on est parti un peu en voyage et tout ça, on a mis en place ce genre de truc-là petit à petit. Et moi, ça va m'aider à me déstresser aussi sur ma peur de pas avoir assez d'argent. Il y a rien à échouer. En fait, c'est juste qu'on a chacun nos héritages familiaux par rapport à ça. Et en fait, on n'est pas égaux dans notre gestion de l'argent et il n'y a pas de raison d'imposer. Justement, ce serait un abus de pouvoir en fait que de dire parce que moi j'ai plus d'argent. Et en fait, ce serait prendre l'argent comme une valeur comme la valeur en soi et de dire parce que j'ai plus d'argent, en fait. Je le mérite donc c'est 50-50, tu vois. Là, ça je pense que il y a aussi là, il y a un truc d'abus de pouvoir. Et toi il y a un abus de toi-même tu te martyrises un peu avec ça en refusant du coup d'aller vers de l'équité plutôt que de l'égalité. Moi j'aime pas qu'on m'aide, j'aime pas parce que t'aimes pas qu'on t'aide et tout et en fait voilà et je dois accepter aussi que c'est OK, qu'on a le droit de m'aider, tu vois, si toi ça te fait plaisir et que ça peut m'aider aussi et que ça peut nous aider à avancer, voilà, préférer l'équité à l'égalité, nous c'est un truc
qu'on est en train de mettre en place, et je pense qu'il peut nous aider dans le futur à développer c'est clair. tout ça. Et en fait, dans la mesure où toi, tu te responsabilises davantage sur ton argent, moi, ça me sécurise. Et donc, du coup, moi, je suis plus à même de contribuer davantage et du coup à être déstressé par rapport à ça un peu plus. Donc en fait, c'est un cercle vertueux, mais on s'est entendu chacun à prendre l'autre en fait. Moi à déstresser, et toi à te responsabiliser quoi. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est un épisode long qui était pas évident, qui a pas été évident pour nous à enregistrer parce que c'est vrai que c'est des conflits qu'on gère encore entre nous. Mais je sens qu'on progresse là-dessus. Complètement. Et on voulait partager ça avec vous en fait. Voilà. Allez, à la prochaine. À la prochaine.